en introduction, un petit mot rapide. Pour ceux qui ont suivi les élections législatives allemandes, vous avez pu constater que les enjeux climatiques étaient un des thèmes dominants de la campagne. Je ne suis pas sûr qu'en France, lors des élections présidentielles, ce thème sera aussi présent. J'ai un petit peu peur qu'on assiste à des polémiques un peu moisies, comme c'est souvent le cas. Voilà, et que le sujet ne soit pas traité avec toute l'importance qui lui est due et que lui accordent en particulier les nouvelles générations. Voilà, on y reviendra, mais vous savez que la France est en retard par rapport aux objectifs qu'elle s'était elle-même fixés dans le cadre de la COP21. Hein, on a pris pas mal de retard. Pour autant, il y a des progrès et des changements qui sont mis en œuvre. Et l'un d'entre eux concerne donc l'ouverture de ce sujet, la légitimation en fait des représentants du personnel à se saisir de la question dans le cadre des prérogatives qui sont les leurs, tant en tant qu'élus du personnel que en tant que délégués syndicaux dans le cadre des négociations. Voilà, donc nous avons réuni une table ronde de façon à évoquer les nouveaux leviers que ça peut créer dans les entreprises et aussi les moyens, c'est peut-être l'aspect un peu faible de la loi climat, les nouveaux moyens aussi que ça donne aux représentants du personnel sur cette question-là. Rodolphe, je te passe la parole pour présenter. Merci Christian. Donc moi je suis donc Rodolphe Lernet, je suis le responsable de Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée qui va nous conduire jusqu'à midi. Et donc sur ce format 2 heures, on va le séquencer en 2 séquences. La première où nos intervenantes et intervenants vont poser le sujet. Ensuite, merci à vous d'être présents. Ça fait du bien de voir des gens dans la vraie vie, en face à face. Et on prendra vraiment vos interactions, vos rebonds par rapport à ce que vous avez pu entendre. Et également ceux du chat, très important. Et à partir de cette nouvelle matière, on rembrayera sur 1 heure ou 45 minutes d'interaction beaucoup plus libre en fonction de vos retours et ceux de la salle. Donc pour Christian, tu as un peu posé un peu le cadre. Au niveau des interventions, donc le plaisir de voir les interventions donc, de Madi Gilbert. Vous êtes donc en charge responsable national au niveau de la confédération CFE-CGC en charge du développement durable et de la RSE. Donc avec vous, on va voir l'éclairage confédéral, hein, comment une confédération peut agir. Avec Christophe Béguinet. Donc tu es donc administrateur salarié chez Enedis et également tu as une mission au niveau de la confédération CFDT dans un groupe énergie. Mais avec ta casquette Enedis, ça serait intéressant d'avoir ton éclairage branche. Comment une branche, une énergie, quand même, une branche majeure, est capable d'appréhender ou non le sujet de la transition, de la transition énergétique. Et Didier Moreau, donc tu es secrétaire du CSE d'API de Capgemini, qui est un des plus gros CSE de Capgemini. Donc, et tu es donc secrétaire de la commission éco-citoyenneté. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, tu nous diras un peu, tu nous expliqueras un peu, avec toi, on verra le rôle de l'entreprise, la place de l'entreprise. Donc, on aura les 3 niveaux avec vous 3. Et également, et on va commencer avec toi, Timothée Kellard. Donc, tu es le cofondateur d'Ecodev. Ecodev, vous êtes un cabinet qui est défriché depuis un certain temps. Vous n'êtes pas des spécialistes du dialogue social, pour autant vous êtes des spécialistes des questions environnementales. Et si tu peux, Christian en a un peu parlé, la COP21, les objectifs non atteints, mais comment on peut se représenter, ce que ça représente en termes d'enjeux concrètement pour une entreprise, les objectifs définis lors de la COP21. Merci déjà à tous pour l'invitation. Je suis également ravi parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de table ronde en présentiel. J'espère qu'on entend bien, du coup, si ça va, je vais faire sans micro. Sur le sujet COP21 ou carbone. Ouais. Moi, j'ai parlé sans micro, mais j'appuie sur celui-là. Voilà, allô. 1, 2, si c'est bon. Donc, concernant les enjeux climatiques et l'accord de Paris, effectivement, il y a un certain nombre de tendances et d'ordres de grandeur à avoir en tête. Si je fais très simple, les émissions carbone aujourd'hui sont liées à, on va dire, deux périmètres.
qu'on peut appeler le périmètre direct et le périmètre indirect. Le périmètre direct, c'est les émissions qui vont être imputables directement à une personne ou à une activité. Je prends un exemple, je consomme de l'essence en prenant ma voiture, c'est direct. Et des émissions indirectes, j'achète un vêtement qui est fabriqué à l'étranger et la fabrication a eu des émissions à l'étranger, mais qui me sont imputables puisque du coup, c'est moi qui vais utiliser ce produit. Si on donne des ordres de grandeur pour un Français moyen, je veux dire, on a à peu près, en termes d'ordre de grandeur, 11 à 12 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, un Français moyen consomme, dégage ou rejette 11 à 12 tonnes. Ça, c'est les émissions directes et indirectes. Quand on commence à zoomer sur, on va dire, l'équilibre entre les deux postes, on est à peu près à 50-50. Et on voit qu'il y a une répartition aussi assez inégale en fonction des populations, puisque 20% des Français représentent à peu près 50% de l'empreinte environnementale, et à peu près 50% des Français représentent un peu moins de 20% de l'empreinte environnementale. Voilà. Mais si je reviens à la question, on est à 11 ou 12 tonnes, 11 à 12 tonnes, si on devait respecter les accords de Paris, on devrait arriver à 2 tonnes par an et par personne. Donc si on fait le ratio, on peut se dire on divise par 6 à peu près pour être large, nos émissions, 5 si on est... mais ça reste des moyennes. Et donc du coup, cette tendance, elle est quand même assez violente parce qu'on a des courbes, hein, des stratégies nationales. Vous prenez sur le site du ministère de l'écologie, stratégie nationale bas carbone, qui se décline par secteur, hein, énergie, transport, alimentation. Vous regardez les courbes, elles sont assez tendancielles des années 90 à 2000 en augmentation. 2000, on va stagner, voire diminuer pour certains, et on est à partir de 2030 sur une rupture très violente pour respecter nos accords de Paris, puisqu'on vise une neutralité en 2050. Manque de chance, je finis juste sur ce premier point, on voit aujourd'hui que les émissions directes de notre territoire français s'améliorent, mais que nos émissions indirectes continuent à augmenter. Et donc le bilan global des émissions effectivement françaises, voire européennes, pour une bonne partie, continue à augmenter et mondial également. Alors j'ai dit que vous défrichiez dans quelle mesure il y a quand même encore une difficulté, même si ça progresse, à faire saisir. Là, on parle bien de l'entreprise, les directions et également les représentants des salariés sur les enjeux qui sont à l'œuvre. Parce que est-ce qu'on peut parler de transition énergétique pour des modèles économiques d'entreprise, ou alors c'est vraiment des ruptures économiques ou des ruptures qui sont attendues? Les deux, en fonction des secteurs et des profils, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une économie qui est assez addicte à l'énergie, et puis peut-être qu'on pourra en témoigner avec Christophe Dénédis, mais donc on consomme de plus en plus d'énergie, et donc du coup on rejette de plus en plus de gaz à effet de serre, si je fais simple, et en fonction des secteurs d'activité et des sujets, on est plus ou moins dépendant. La métallurgie ou l'industrie lourde est très dépendante de cette consommation d'énergie. Les entreprises de tertiaire ou de services peuvent être beaucoup moins. Donc en fait, les transitions en fonction des secteurs sont soit possibles, je vais réduire moins, optimiser plus, éventuellement me sourcer différemment ou changer deux, trois fonctionnements qui peuvent permettre d'être compatibles à l'accord de Paris, et d'autres, le modèle d'affaires est très peu compatible. Je prends un exemple, mais la grande distribution ou le monde du textile, si on prend juste des repères, hein, les accords de Paris, si on veut les convertir au quotidien, c'est environ 2 kg de vêtements nouveaux par an. Donc, si on veut respecter ces accords, on a un quota de 2 kg de vêtements par an. Donc, une paire de chaussures, un t-shirt et un pantalon, ça fait à peu près le job. Donc est-ce que certaines industries textiles ont ces modèles, on va dire en termes de compatibilité? Est-ce que accepter qu'un consommateur n'accepte qu'aussi peu par an, c'est jouable? Je pense que oui, à condition que, on va dire, un certain nombre d'enjeux qui sont derrière, typiquement le monde capitalistique et les actionnaires, acceptent aussi d'avoir, on va dire, un modèle peut-être moins intéressant à court terme. Alors justement, là, tu me fais la transition. Dans quelle mesure votre rôle, Econel, quand on a préparé ensemble, tu parlais de faire des ponts. Alors, faire les ponts entre directions, entre représentants des salariés, vous êtes des bâtisseurs de ponts. Alors. Oui, alors moi j'aime bien dire que notre métier. Alors les premières années, on a créé beaucoup de murs au final, avec un certain militantisme et un certain engagement. Donc assez rapidement, on s'est dit on va plutôt créer des ponts. Alors les ponts sont importants parce que ça permet effectivement d'aider à se comprendre déjà, la première chose, et déjà à dialoguer. Et donc comment on fait? Via la co-construction, c'est-à-dire qu'on a dans toutes nos démarches l'envie de fédérer le collaborateur lambda avec la direction ou les représentants du personnel. Enfin, c'est-à-dire mettre tout le monde autour de la table pour exposer le sujet et les problèmes.
les mettre sur la table, et on imagine assez simplement qu'à plusieurs, on va trouver des solutions quand même plus pertinentes que tout seul dans son coin. Donc la philosophie derrière, c'est vraiment de co-construire, sachant que le postulat de base, c'est quand même qu'on ait tous ces informations à jour, ou qu'on ait ces données pour pouvoir, on va dire, prendre les bonnes décisions. Et si on revient sur pourquoi aujourd'hui on estime qu'il y a un progrès énorme à faire, c'est que je ne vous ai pas posé la question, parce que le format n'est pas forcément compatible, mais quand je pose la question de savoir, connaissez-vous votre empreinte carbone personnelle, que ce soit un salarié, un représentant du personnel ou un DRH ou une direction, 95% des gens ne sont pas capables d'y répondre. Et c'est assez marrant de voir à quel point on prend la parole aujourd'hui dans des rapports et des reportings extra-financiers sur des sujets qui sont maîtrisés par une poignée. Et du coup, c'est compliqué de partager, je pense, les solutions et les réponses si déjà on n'est pas d'accord sur le constat. Ecodev, vous menez tout l'ensemble de vos interventions, enfin, du moins vous vous efforcez de le faire, de questionner les salariés en amont des missions et par questionnaire quali, quanti, qu'est-ce que ça donne au final? C'est remonter du terrain. Alors, ça dépend des sujets, mais effectivement, quand on va travailler par exemple sur le carbone et définir un plan d'action, c'est important de partager les attentes et les contraintes des collaborateurs, puisque du coup, si on demande à des collaborateurs de faire évoluer leurs pratiques pour réduire l'empreinte carbone, il faut bien qu'ils soient un peu au courant et un peu d'accord avec l'approche. Sur le sujet de la mobilité, qui est un gros poste pour nous, c'est un peu près un tiers de notre empreinte environnementale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas décréter demain de dire ou de pousser à changer son mode de transport, puisqu'on pourrait tout simplement dire que c'est plutôt un ressort de la vie privée que vie professionnelle pour certains trajets. Donc voilà. Pour répondre à la question, oui, on les questionne sur des données quanti-quali, ce qui des fois, historiquement, étonnait beaucoup les directions. Aujourd'hui, beaucoup le comprend et même le pousse, puisqu'on voit bien qu'on a vécu des périodes où il y a eu des changements assez drastiques de comportement. On a été confiné, déconfiné, reconfiné, redéconfiné, et ça nous a quand même impacté notre quotidien et notre mobilité, par exemple, et notre organisation de travail, le télétravail, par exemple, les approvisionnements également. Et donc, on voit que là, il y a un vrai sujet qui est d'arriver à repenser un certain modèle. Peut-être, juste pour revenir sur un point, c'est ce qu'on a vécu avec le confinement en 2020, c'est pas mal tourné comme information, mais c'est exactement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'il faudrait faire sur la planète pour respecter les accords de Paris jusqu'en 2030. Ça a le mérite d'être fait. Voilà. Tous les ans, on devrait réduire de 5 à 7% les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on a fait quand on était tous confinés, quand la planète était bloquée, avec une partie des usines qui ne produisaient plus. Donc on voit le parallèle qui est quand même assez flagrant en termes de rupture. Merci Timothée. Alors, parole à Christian, à nouveau. Donc Christian, si tu peux, Timothée en a parlé sur l'urgence les modèles, sur les modèles économiques qui s'imposaient. Toi, vu de Sextant, ça représente comment tu la caractérises, cette urgence sur certains secteurs d'activité. Et à partir de là, comment tu vois la place de la loi climat qui est arrivée au mois d'août et quelle mesure c'est une carte à jouer pour les élus malgré ses faiblesses. On en reparlera, mais voilà. La réflexion, c'est de les concevoir comme une rupture, en fait, dans l'environnement des entreprises, de la même façon que les entreprises ont eu à gérer d'autres ruptures, l'irruption du numérique, l'irruption des modèles de distribution digitalisés, avec des entreprises comme Amazon ou autres. C'est donc un type de rupture qui, si les entreprises ne s'y attachent pas, elles ont un risque à terme de marginalisation, voire de disparition. On a tous en tête le cas d'entreprises qui ne se sont pas adaptées et qui sont devenues, qui ont fini par disparaître ou être réduites à portion congrue. On prend le cas de Kodak pour la photographie, c'est connu. Mais on peut prendre un cas plus récent, qui est celui du groupe Vivarté, qui est un groupe qui a commis de nombreuses erreurs stratégiques, mais en particulier, il n'a pas vu venir l'évolution des modèles de distribution avec l'arrivée des ventes sur Internet. En fait. Donc, il a fini par vendre toutes ses enseignes et par disparaître. Donc là, déjà,
la première question que vous aurez à vous poser en tant qu'élu et aussi en tant que délégué syndical, c'est comment mon entreprise fait face à cette transition, hein, qu'il faut plutôt concevoir comme une rupture, parce qu'il s'agit d'aller vite quand même. Est-ce qu'elle s'y prépare? Est-ce qu'elle agit? Et quel impact tout ça a sur l'emploi et les compétences? Quel impact c'est susceptible d'avoir? Donc il y a des secteurs qui ont déjà bien avancé hein, dans la question de l'appropriation et de la communication autour de ces enjeux-là. Donc certaines organisations syndicales, comme la CFDT avec la Fondation Nicolas Hulot, a notamment fait un beau travail pour identifier quels pouvaient être les enjeux sur le secteur de l'automobile et de la fabrication des moteurs, parce qu'il faut bien comprendre que pour les entreprises, le fait d'aller dans ce type d'évolution, ça peut se faire de plusieurs façons. Et ça peut se faire en relocalisant des productions, ou au contraire, en allant encore plus loin en termes d'externalisation et d'internationalisation de leurs activités. Et donc, il y a des trajectoires en termes d'emploi et des compétences. Autant on sait que la transition environnementale, ça va créer des emplois. La question, c'est où? C'est lesquels et comment on fait pour faire en sorte que les salariés qui aujourd'hui sont sur des activités ou sur des compétences qui peuvent être menacées, comment on fait pour faire en sorte qu'ils puissent évoluer vers les métiers en création, en lien avec l'environnement. C'est une question qui est pas simple et sur laquelle les choix ils relèvent d'abord des entreprises et ensuite les organisations syndicales ainsi que les CSE peuvent les saisir sur la question et tenter de négocier des dispositifs de GPEC, GEPP, donc adaptés. Donc, d'intervenir là sur le chaînage entre l'information-consultation sur les orientations stratégiques et la GEPP, enfin ex-GPEC. Oui. Il existe depuis bien longtemps et il ne se fait pas. Est-ce que là, on peut espérer, enfin, pas comme il devrait se faire, et là, est-ce que ça a peut-être un nouvel élan? Est-ce que ça peut davantage incrémenter les deux Oui. Alors, ce qui est clair en tout cas, c'est que en pratique, ce qu'on peut dire de l'impact de la loi climat, c'est que le thème de la transition environnementale et de ses impacts sur l'emploi et les compétences est incorporé dans toutes les consultations du CSE. C'est incorporé aussi dans la négociation GPEC. Hein, donc ça donne une légitimité aux représentants du personnel pour se saisir de la question et interroger l'entreprise sur ces sujets-là. Donc typiquement, dans le cadre de l'information, consultation sur les orientations stratégiques, il est légitime pour les CSE de poser la question de cette rupture environnementale et de la façon dont l'entreprise entend la négocier économiquement. Et voilà. Et en fonction du débat et des décisions qu'envisage l'employeur, derrière, il y a le lien qui peut se faire avec la GPEC sur comment on gère les effets de tout ça sur l'emploi et les compétences. Et donc là, effectivement, il y a un passage de relais qui doit se faire vers les organisations syndicales qui se fait quand même, hein, même s'il n'est pas si naturel que ça dans les entreprises, puisque on a cette différence d'interlocuteurs, le CSE d'un côté, et les organisations syndicales de l'autre. Mais clairement, pour des représentants du personnel qui seraient motivés par ces questions et actifs, ils ont maintenant la légitimité à exiger de l'employeur qu'il se positionne sur ces questions et que ce soit intégré dans les consultations et les négociations. Donc, si la direction ne le fait pas, c'est quoi quelle est la capacité d'initiative des élus pour toi? Alors déjà, on verra ça sûrement un jour ou l'autre, dans le cadre d'une entreprise qui effectivement ça prendrait un peu de retard et voire refuserait tout simplement d'ouvrir les yeux et de parler du sujet, hein, parce que c'est un sujet qui peut être angoissant, l'entreprise peut ne pas s'y préparer, et donc on peut imaginer qu'une entreprise ensuite
fasse des consultations sur des sujets qui ont un impact environnemental. Donc, ce que prévoit la loi maintenant, c'est que sur tous les sujets qui sont soumis à consultation, donc sur les consultations récurrentes, mais aussi les consultations non récurrentes, donc sur tous les projets de réorganisation ou de transformation d'entreprise, il doit y avoir connaissance des impacts environnementaux du projet. Donc, si l'entreprise ne fait rien, eh bien, les représentants du personnel, faute d'études d'impact, seraient amenés, pourraient contester la régularité de la consultation et donc bloquer les projets de l'entreprise. Hein, donc voilà, donc, les leviers ils sont toujours un peu ténus, mais ils existent. Hein, et donc il faut les connaître et s'en saisir. Et pour vous donner un exemple de la réalité quand même de la force juridique de ce type de choses, on va prendre le cas des risques psychosociaux. Voilà, pendant longtemps, ça n'a pas été un sujet qui était très central dans les consultations. Maintenant, une entreprise qui envisagerait de faire un PSE ou une réorganisation sans traiter la question de la prévention des risques psychosociaux liés à son projet, elle se mettrait en faute. Hein, et ça pourrait être contesté. Et ça l'a été, hein, historiquement, il y a eu des décisions judiciaires. Donc on est exactement dans le même cas. Je peux vous dire qu'en ce moment, pour avoir écouté des DRH parler du sujet, ils sont en train de se gratter la tête en se disant, mais ce truc-là, ces petits mots qui ont changé dans le code du travail, qu'est-ce que ça nous crée comme risque? Voilà. Et bon, il n'y a pas de réponse, parce que la réponse, ça viendra de la jurisprudence. Ça, c'est la voie contentieuse dont tu parles. Ça peut être la voie contentieuse. Mais ça peut être aussi... Ça peut être aussi la voie de la prise d'initiative. Il faut rappeler que les CSE, ils sont fondés à prendre des initiatives. Et donc, ça peut être aussi... Et donc, alors, l'initiative, c'est de porter un sujet au débat et de communiquer sur cette base-là, vis-à-vis des salariés. Et je pense que là, tant les CSE que les organisations syndicales, d'abord, ils ont une responsabilité. Parce que quand même, une entreprise qui ne s'adapte pas, qui ne fait rien ou qui ne veut pas communiquer, c'est une prise de risque, in fine, pour à la fois l'entreprise et les salariés. Donc, ils ont différents moyens de le faire. Donc, ils peuvent le faire avec des moyens traditionnels, type communication. Ils pourraient, par exemple, dans une entreprise qui dépasserait les seuils où c'est obligatoire, et imaginons que l'entreprise ne fasse pas son bilan carbone, pourrait très bien prendre l'initiative de le faire à sa place, en utilisant les ressources qu'ils ont pour aller investiguer grâce à l'expert comptable. Ensuite, l'expert comptable, il s'associe à une entreprise telle que Ecodeb, éventuellement, et les choses peuvent être faites. Et après, le CSE, les organisations syndicales peuvent communiquer, ils peuvent aussi utiliser leur droit d'alerte. Parce que, in fine, ça peut être intéressant d'alerter les actionnaires quant au fait que des risques ne sont pas pris en charge. Hein, donc voilà, parce que les représentants du personnel ne sont pas dénués de moyens. Enfin, ils ont pas plus de moyens, ils ont plus de légitimité, mais pas plus de moyens avec la loi climat. Voilà, les moyens qu'ils ont ils ont de la substance. Donc il y a des choses à faire, des choses à tenter, à expérimenter. Et je pense que, en tout cas, c'est aussi une opportunité de dialoguer et différemment avec les salariés, pour qui, bien souvent, c'est un sujet, enfin, pas pour tous les salariés, mais pour une partie, notamment les plus jeunes, c'est un sujet qui fait sens et dont ils se préoccupent. Donc ça peut aussi renouveler le lien que les organisations syndicales développent avec les salariés. Merci Christian. Alors Madi Gilbert, vous êtes donc secrétaire national pour la CFE-CGC en charge du développement durable et la RSE. Et donc vous, avec la Confédération, vous êtes sérieusement impliqué dans le cadre du projet de loi climat pour soutenir un certain nombre d'amendements. Au final, c'est quoi votre regard sur ce texte de loi et dans quelle mesure pour vous c'est un levier pour les équipes syndicales, pour vos équipes syndicales pour embrayer? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Moi, je voulais juste commencer pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe. Aujourd'hui, la préoccupation des Européens, c'est une étude du 7 septembre qui vient de sortir,
c'est l'environnement. Deuxième préoccupation devant l'emploi étant la première préoccupation. Donc on est complètement dans le sujet, emploi-environnement, comment on articule les deux. Et effectivement, vous avez raison, on s'est investi, la CFE-CGC s'est investie donc pour donner son avis et faire des propositions dans le cadre de la loi climat et résilience. Et notre objectif, c'était de s'inscrire dans des propositions concrètes et que ce soit un sujet qui sorte de l'abstrait. Donc, juste pour faire le résumé, nous avons été en 2018 adhérents à Global Compact France. Et donc, par ce fait, on milite pour les objectifs de développement durable dans les entreprises pour justement réussir cette transition écologique et environnementale. Et on se devait de faire des propositions. Voilà. Donc, on a voulu s'engager sur ces... On a fait cinq propositions d'amendements qui ont été retenues par beaucoup de parlementaires, notamment, je les relis, intégrer une procédure de consultation spécifique sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise, attribuer le recours par le CSE à une expertise spécifique financée par l'employeur et faire bénéficier bien sûr les membres du CSE de formations obligatoires, enfin spécifiques liées à l'environnement, et de créer une commission aussi obligatoire et attribuer des heures, bien sûr, de délégation pour faire le travail et monter en compétence, aussi bien les heures de délégation que la formation. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, dans la loi, on a bien la dimension environnementale qui est actée. Bien sûr, les attributions générales du CSE donnent bien les attributions environnementales doivent être traitées dans le cadre de cette instance. On peut regretter que c'est un peu évasif dans toutes c'est l'article 40 de la loi. Donc, dans le cadre de nos préconisations, on avait vraiment voulu avoir des heures supplémentaires de délégation, des formations spécifiques. Alors, juste sur ces deux points-là, pour ces deux points-là, il n'y a pas d'heures de délégation supplémentaire, il n'y a pas d'heures de formation spécifique supplémentaire. Il faudra les prendre sur le quota d'heures déjà existant. C'est un peu dommageable. Ou alors les obtenir par la négociation. Donc ça pose la question du... Parce que, en fait, la loi accorde une grande place à la négociation et c'est quelle est cuite la capacité de vos militants à pouvoir négocier les moyens supplémentaires dans les entreprises. Ils peuvent le négocier dans le cadre des négociations annuelles, tout simplement. Et je dirais qu'on avait vraiment le souhait de constituer une commission environnement obligatoire, pas pour travailler vraiment sur ce sujet-là, alors que la loi a décidé que ça serait tous les pans tous les thèmes qui se seraient liés et il n'y aurait pas vraiment de spécificité pour une commission obligatoire. Alors, je dirais que aujourd'hui, c'est un peu à inventer. Il faudra trouver, je dirais, des sources pour faire progresser et pour s'activer dans cette transition écologique et environnementale. Donc nous, quand on a fait ces préconisations, on ne les a pas sorties du chapeau. On avait des militants engagés, par exemple, sur des entreprises telles que Liber, Ariane Espace, Capgemini, qui avaient déjà constitué des commissions environnement obligatoires, qui avaient travaillé sur les mobilités, sur les CE, les voyages, tout le panel, et qui avait travaillé aussi sur le durable par rapport à l'énergie, des bilans carbone. Et donc, c'est vraiment, ça vient du terrain. On n'a pas souhaité, voilà, on ne les a pas inventés. Donc, on s'est inspiré de l'expérience de nos militants. Et non, on a vraiment envie de faire en sorte que cette transition écologique soit réussie et d'y prendre part. Nous sommes un syndicat de l'encadrement,
Donc, on a notre responsabilité à s'engager, mais surtout aussi à bien comprendre que ce sont les emplois de demain. Et là, ça demande vraiment une forte implication des militants, parce qu'il faudra regarder la transition des filières, savoir comment les emplois vont muter. Et je pense que là, il y a vraiment source de progrès pour savoir quelles sont les filières d'avenir, comment on va faire en sorte de transformer nos métiers et de pérenniser les emplois en même temps. Et là, moi j'aurais envie de dire, ma proposition, c'est de faire un grand Grenelle de l'emploi vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des rapports, mais pas assez pointus pour rassurer les salariés, pour savoir où on va, même les directions, savoir comment elles vont s'organiser. Et donc, c'est à réinventer, parce que la loi n'est pas forcément précise. L'environnement, c'est global. Donc maintenant, il va falloir s'atteler à vraiment du pragmatique et trouver des sources de faisabilité. Alors, vous parlez de pragmatisme. Alors, comment vous, concrètement, vous donnez les moyens de faire infuser ce que vous dites auprès des équipes militantes? Vous parliez d'un guide, vous parliez que les amendements que vous avez soutenus venaient pas de nulle part. Ils venaient de l'expérience de militants qui, a priori, avaient négocié des choses dans leur boîte. Et donc, comment vous capitalisez là-dessus pour faire infuser? Alors, justement, nous avons créé un groupe de travail qui s'appelle Groupe de travail Commission Environnement. Donc, tous les militants qui étaient en capacité de nous donner leur expertise sont venus constituer ce groupe. Et on est en train de phosphorer, donc on va certainement sortir un guide ou un mémo pour capitaliser sur toutes ces expériences, expliquer ce que donne la loi aujourd'hui et les possibilités qu'elle génère sur des sujets tels que la mobilité, tels que les bilans carbone, voilà, enfin, tous ces sujets-là. Et nos militants sont très actifs. Ils ont vraiment envie de réussir et ils ont envie de prendre le leadership sur ces sujets-là parce qu'ils sont, c'est vraiment un militantisme engagé. Dans quelle mesure ça s'affranchit aussi des frontières qu'on peut se bâtir, des silos? Par exemple, vous avez une approche confédérale. Dans quelle mesure cette approche-là, elle est transversale? Elle dépasse les différents silos? Dans quelle mesure, enfin, qu'est-ce que ça impulse comme dynamique au sein d'une confédération de porter un sujet comme l'environnement avec la dimension transversale qu'il sous-entend? Alors, c'est simplement c'est l'avenir des salariés, c'est les emplois de demain, c'est leur quotidien. Et le militantisme, effectivement, d'une manière classique, c'est la défense des intérêts individuels et collectifs. Mais aujourd'hui, on est passé sur une strate supérieure. C'est-à-dire que voilà, on s'est impliqué dans cette loi et on veut vraiment en faire en sorte que les gens soient, par rapport à leur métier, qu'ils puissent avoir une durabilité dans le temps. Voilà. Parfait. Merci Nadia. Christophe Béguinet. Donc, tu es administrateur salarié au sein d'Enedis et animateur du groupe Énergie au sein de la Confédération CFDT. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, comme Nadia l'a fait, vous, rapidement au niveau de la Confédération, comment vous faites infuser le sujet énergie dans le cadre de ce groupe? Et ensuite, nous parler Madi aussi en parlait, c'est important, là, pour le coup, rentrer dans les enjeux en termes d'emploi dans la branche qui te concerne. Alors, merci d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis à la Fédération Chimie Énergie. La Confédération est partie prenante du groupe Énergie que tu viens d'évoquer, mais pour précision, je suis à la Fédération Chimie Énergie. Donc effectivement, Christian évoquait les prochaines élections présidentielles et le poids qu'aurait la question énergétique. Nous, on est persuadés, nonobstant la qualité des débats sur lesquels je ne m'engage pas, mais que l'énergie sera un sujet important dans le cadre de la campagne qui s'est engagée. Et on a souhaité effectivement, face à la question de la transition énergétique et de la transition écologique, qui est un sujet complexe, hein, c'est toujours simple. Hein. On l'a plus ou moins tous, je pense, expérimenté, mais dès qu'on trouve des solutions, il y a des effets connexes, hein, on l'évoquait tout à l'heure Timothée, mais c'est clairement un sujet complexe et on a souhaité
à la Fédération Chimie Énergie et à la Confédération CFDT, donner à comprendre à l'ensemble de nos militants ce que sont les problématiques que pose la transition énergétique, la transition écologique. Alors, autour de 3 axes. Le premier, c'est clairement de décarboner notre économie, c'est-à-dire que fondamentalement, il faut réduire, et ça a été dit par Timothée, drastiquement nos émissions de CO2. Et Timothée disait il faut faire chaque année ce qu'on a fait durant la crise Covid, mais c'est bien en cumulé. C'est chaque année, il faut faire ça en plus. Il ne faut pas le faire une fois pour toutes. Non. Donc c'est colossal l'effort à faire pour décarboner notre économie. Donc ça, c'est le premier pilier du triptyque qui nous anime. Le second, c'est une question d'ordre plus sociétal. C'est le pacte du pouvoir de vivre dont Christian parlait, dans lequel on est partie prenante, mais il n'y a pas que nous. Et clairement, on est convaincu, intimement convaincu, qu'il n'y aura pas de transition énergétique réussie sans un accompagnement et une acceptation des citoyens. Ce n'est pas possible. Et le troisième pilier, évidemment, qui là nous concerne en tant qu'organisation syndicale, c'est la question de l'emploi. Madi en a beaucoup parlé. Et ça a été dit aussi précédemment, c'est qu'on peut cesser d'émettre du CO2 en France, mais si on fait en sorte qu'il soit émis ailleurs, on ne résout absolument rien de la problématique climatique. Donc clairement, le groupe énergie s'est engagé, donc tout récemment, c'était en juillet, avec l'engagement de Laurent Berger, qui attend de notre part une vraie production en termes de réflexion. On est sur ce triptyque-là. On travaille à la façon d'un think tank, en fait. On fait en sorte de construire des papiers de position, des position papers, comme on dit communément en anglais, sur ce que sont les constats que fait la CFDT sur différents sujets, je pourrais vous en citer quelques-uns, et les recommandations qui sont les nôtres. Donc ça va être sur la production, par exemple, de l'énergie, puisqu'on parle de transition énergétique, il va falloir que l'énergie qu'on utilise soit décarbonée, il y a beaucoup à dire. Ça va être sur la conversion de certains usages. On en parlait tout à l'heure, en France, ce qui est un cas un peu unique en Europe, on a presque 3 millions de logements chauffés au fioul. Ça pose question quand on parle de décarbonation de l'économie. Donc voilà, on travaille sur ces sujets, on les analyse et on fait des préconisations au nom de la CFDT. Alors quand on a préparé l'entretien ensemble, tu m'expliquais qu'au niveau de la branche énergie, les employeurs n'étaient pas du tout mûrs et pas au clair sur les enjeux en termes d'emploi. Et résultat des courses, il y avait des transformations dans tous les sens, dans toutes les entreprises que vous représentez, mais pour autant, les salariés ne savaient pas où ça allait, quoi. C'est pas moi qui le dis au départ, c'est dans le rapport de Laurence Parisot qui a été fait dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui faisait effectivement le constat que rien que sur la mesure, c'est-à-dire on a tous entendu que la transition énergétique va créer 100 000, 200 000, 300 000 emplois. En fait, ce que disait Laurence Parisot, et on a fait le constat qu'elle avait pleinement raison, c'est qu'il n'y a aucun instrument de mesure qui nous permet aujourd'hui de savoir combien il y a d'emplois détruits. Je parle bien du secteur de l'énergie. Tu évoquais le secteur de l'automobile et du travail qui a été fait effectivement récemment avec la Fondation Nicolas Hulot et la CFDT. Eux, ils ont un historique, une expérience très forte sur les conversions, on va dire. Dans le secteur de l'énergie, on ne l'avait pas parce qu'on se préoccupait peu de ce qui allait se passer. On était dans un monde en croissance, on n'avait pas trop de soucis. Et le constat, effectivement, que sur tout ce qui relève des évolutions en termes de compétences, des évolutions en termes quantitatifs, simplement d'emploi sur l'énergie, on est avec des instruments qui sont à bâtir. Il n'y a pas. Donc, de ce point de vue, on a aussi, dans le cadre du groupe énergie et avec la Confédération, engagé un travail déjà pour dire dotons-nous d'instruments, de mesures qui nous permettent d'être au clair sur les emplois qui vont être supprimés, sur les emplois qui vont être en conversion et sur les emplois qui vont être créés. C'est un enjeu essentiel pour une organisation syndicale, que ce soit la mienne ou d'autres, que de savoir où on va et d'être au clair sur ce que veut dire la transition énergétique en termes d'emploi et en termes de développement de compétences. Ouais, parce que les enjeux, a priori, sont majeurs, parce que tu m'expliquais que les emplois dans l'énergie de demain, ils n'étaient pas forcément en France, loin de là. Alors, effectivement, il y en aura qui seront en France, il y en a qui ne sont pas en France. Pour faire simple, effectivement, si on est sur une situation où on produit des matériels hors de France, alors je vais prendre un exemple simple qu'on a vécu, on en parlait tout à l'heure. Il y avait une entreprise en France qui s'appelait Photowatt au début des années
2010 à peu près, moi, à l'horizon 2010, si je reviens en arrière, qui était leader du photovoltaïque en France. Elle a disparu en quelques années. Elle n'a pas disparu, mais elle s'est totalement affaissée en quelques années. Et tout ce qui relève de la production photovoltaïque aujourd'hui arrive à 80% de Chine et sinon un peu du Canada ou d'autres pays. Mais de facto, on est critique sur ce type de transition puisqu'on externalise les émissions de CO2 et on supprime des emplois. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans le cadre de la transition énergétique, on ait une réflexion dès le départ des conséquences que ça a tant sur cette question des émissions que sur la question de l'emploi. Donc chaque préoccupation autour de l'évolution du mix énergétique, de ce que j'évoquais de la conversion de certains usages, je parlais par exemple du chauffage au fioul. Aujourd'hui, la meilleure façon de remplacer un chauffage au fioul, c'est de faire une pompe à chaleur. Il serait intéressant de se préoccuper de savoir où on fabrique ces pompes à chaleur, par exemple. Et ces éléments-là sont à travailler, à construire, et comme je le disais, à instrumenter, parce qu'il faut savoir où on va. Entendu. Merci Christophe. Parfait. Didier Moreau. Donc, avec toi, on va voir l'échelle entreprise. Donc, tu es secrétaire pour la CFTC de la commission éco-citoyenneté du CSE d'Appli. Ça représente 15 000 salariés dans le groupe Capgemini. Donc, c'est un des plus gros CSE. Donc, vous avez réussi à mettre en place cette commission éco-citoyenneté. Si je me trompe, à la différence de la commission dont parlait Madi, la commission environnement, là, votre commission éco-citoyenneté, elle est vraiment en ligne avec la partie ASC, si je ne me trompe pas. Hein, donc, c'est celle-ci. Pour autant, donc, tu es secrétaire de cette commission et tu es également partie prenante d'une spécificité de Capgemini qui s'appelle le CPF, c'est la commission commission formation permanente, c'est ça? Paritaire. Non, permanente. Permanente, ok. Et donc, en fait, la réalité chez Capgemini, c'est une activité formation qui est gérée paritairement, avec un budget quand même conséquent de 0,7% de la masse salariale, où les organisations syndicales sont partie prenante du catalogue qui est mis en place, etc. Et dans ce cadre-là, tu m'expliquais que toi, par rapport à ta sensibilité, ce que tu fais au niveau ce que tu impulses au niveau de la commission éco-citoyenneté, dans quelle mesure tu avais trouvé que certaines parties du catalogue qui étaient proposées en formation manquaient de verre et qu'il y avait matière à le verdir davantage. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Oui. Alors, bonjour à tous et merci Rodolphe pour l'invitation. Je vais effectivement passer quelques minutes juste pour présenter la CFP parce que c'est pas très simple pour tout le monde. Et pas le CPF. Donc le CPF, c'est un dispositif d'État qui a quelques années. La CFP, c'est un dispositif qui existe depuis une quarantaine d'années au sein de Capgemini. Donc on a gardé les lettres malgré l'apparition du CPF, qui est un autre dispositif. Donc c'est un catalogue de formation qui est proposé aux salariés. Et le manager n'a pas la possibilité d'empêcher le salarié de partir en formation. Il peut s'inscrire à 1 à 3 formations dans l'année. Donc le manager peut juste demander de décaler les dates si jamais les dates ne sont pas compatibles avec des contraintes de projet. Donc c'est un catalogue qui est assez riche, qui propose un peu plus de 150 formations qu'on construit de manière paritaire avec la direction sur différents domaines. Un domaine professionnel, donc qui est très proche éventuellement du métier, un domaine personnel plus sur le comportemental, des choses pour apprendre prendre la parole en public, gérer son stress, des choses comme ça. Et un volet nouveau qui est apparu avec la dernière négociation sur l'accord formation, un volet qui s'appelle sociétal et environnemental, dans lequel on va avoir un certain nombre de formations qui sont dans le thème d'aujourd'hui. Et puis un dernier volet qui est un domaine culturel, avec des formations qui sont très particulières, qui peuvent être très bien des cours de cuisine ou de la visite des grands musées parisiens, qui est le seul volet pour lequel le salarié est obligé de poser des jours de congé. Tous les autres, en fait, sont sur le temps de travail. Donc, je suis membre de cette commission et par ailleurs, je suis donc le secrétaire de la commission éco-citoyenneté. Et donc, pour notre commission éco-citoyenneté qui vise en fait, qui a deux grands axes, on essaye de sensibiliser les salariés à tous les enjeux climatiques, à tout ce qui est lié à l'environnement. Ça, c'est un axe important. Et puis, on essaye par ailleurs d'essayer entre guillemets, de verdir notre CSE, c'est-à-dire d'essayer de trouver comment le rendre le plus éco-responsable possible. Et donc, dans le cadre du premier volet, donc celui pour essayer de sensibiliser les salariés, on souhaitait
mettre à disposition l'animation Fresque du climat. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une animation qui est assez intéressante et qui, sur à peu près 3 heures, permet d'avoir une vraie vision des causes et des conséquences du réchauffement climatique. Et cette animation étant un peu trop longue, 3 heures, on ne pouvait pas vraiment l'organiser sur la pause du midi ou le soir, parce que c'était compliqué à organiser. Et donc, on a cherché une solution et on a monté un groupe de travail avec la direction, donc avec un membre de la RSE, avec un membre de la cellule de gestion de la CFP et quelques élus, pour essayer de construire une animation sur une journée, et non pas seulement sur les 3 heures. Alors pourquoi un peu plus? Parce que le retour d'expérience qu'on avait quand on anime une animation Fresque du climat, c'est que souvent les gens derrière sont très demandeurs d'aller plus loin, d'avoir des idées, mais bon, concrètement, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et donc, on a essayé de construire justement avec un appel d'offres qu'on a fait auprès de différents prestataires, un format sur une journée où, au-delà de la présentation de la Fresque du climat, derrière, on va calculer l'empreinte de chacun. Donc, pour reproduire ce que disait Thibaudet, ça va permettre à chacun de bien savoir, lui, quelle est son empreinte carbone, est-ce qu'il est plutôt au niveau de 11-12 tonnes par an ou pas, et du coup de mieux mesurer la trajectoire et les actions à faire à titre individuel ou à titre collectif. Sur le temps de travail. Et donc on a réussi effectivement, le nouveau domaine sociétal et environnemental qui a été inséré au catalogue fait bien partie de la partie qui est sur le temps de travail. Donc on a travaillé sur cette formation qu'on a présentée en commission et qui a été validée cet été. Et donc les premières sessions vont avoir lieu là en octobre et en novembre. Entendu. Alors, avant de parler sur la partie ASC, sur la partie enjeux économiques, tu m'expliquais que dans les informations consultations récurrentes de Capgemini, c'était clairement intégré dans le modèle économique de Capgemini d'accompagner ses clients dans, je reprends tes termes, dans la transition bas carbone de ses clients. Et comment on les accompagnait. Et donc, quelque part, à la différence d'autres peut-être secteurs d'activité, pour toi, tu ne vois pas une rupture dans le métier de base d'un ingénieur de Capgemini, c'est d'intégrer, par exemple, la notion d'éco-conception, etc., dans les projets. C'est quelque part une extension, un enrichissement de la mission, mais ce n'est pas un changement radical. Point. A priori, oui, mais on ne mesure pas encore très bien jusqu'où on va aller dans cette partie transition sociétale et écologique. Mais effectivement, il y a un certain nombre de métiers qui existent déjà et pour lesquels c'est juste une notion de montée en compétence des salariés sur ces enjeux-là pour pouvoir les intégrer et les décliner. Donc il y a une partie de la branche au sein de Capgemini qui fait de l'accompagnement des clients dans leur transition, qu'elle soit IT ou non. Et donc là, le fait d'accompagner la transition de ces entreprises-là vers du bas carbone fait partie des métiers de demain, mais qui ne demanderont pas forcément une transition majeure des postes. Et il y a aussi une partie éco-conception, maîtrise des développements, maîtrise des environnements qui vont être déployés, des serveurs, etc. Donc tout ça, c'est une compétence en plus à acquérir, mais qui ne révolutionnera pas forcément les métiers. Donc il y aura sans doute des choses qui seront dans la continuité, à condition d'avoir la dimension formation qui va avec, pour que les gens comprennent, puisque c'est quand même la clé. Il faut que les salariés comprennent pourquoi on fait tout ça. À partir du moment où ils comprennent ça, par des formations, par des présentations, du coup, on comprend vers quoi on doit aller et comment on doit mener les actions. Alors justement, est-ce que c'est aligné entre, est-ce que tu parlais au-delà de la formation que vous avez intégrée dans le catalogue du CFP, dans quelle mesure cette formation sur l'éco-conception, etc., ce côté, ces nouvelles compétences sont clairement intégrées dans ce que la direction propose aux salariés, enfin, est-ce que c'est intégré? Alors, pour l'instant, en fait, on est encore dans la phase pédagogique. C'est-à-dire que la direction est un acteur du numérique responsable. Et donc, il y a un cycle de formation qui a été créé. Et ça s'appelle une formation obligatoire chez nous. Alors, il n'y a pas vraiment de vérification que les gens le mènent bien, mais officiellement, on dit à tous les salariés, vous devez suivre ces formations. Et donc, il y a des formations qui sont justement pour sensibiliser les salariés au numérique responsable, et à savoir ce que c'est que le Green IT, et savoir ce que c'est l'éco-conception. Et donc, c'est des formations qui ne sont pas très longues, mais qui sont de l'ordre d'une demi-heure, une heure, avec un petit quiz derrière pour vérifier qu'on a bien compris et qu'on commence à maîtriser ces enjeux
et donc on sera capable d'en parler ensuite et d'intégrer ces notions-là dans le quotidien. C'est vraiment ça qu'on souhaite. D'ailleurs, si 70% des salariés n'ont pas suivi ces formations, il n'y a pas d'intéressement qui est déclenché, c'est ça, hein? Alors, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est un des objectifs d'intégrer ces formations-là. Pour l'instant, en fait, notre accord d'intéressement a effectivement une dimension liée à l'environnement. Donc, c'est plutôt sur notre performance CO2. C'est-à-dire que pour l'instant, si on atteint nos objectifs CO2, du coup, il y a un facteur amplificateur qui permet de faire que l'intéressement sera plus important ou au contraire un effet minoritaire. Il y a aussi une notion de formation obligatoire qui permet aussi d'avoir ce coefficient. Pour l'instant, ces formations obligatoires sont sur d'autres sujets qui sont plutôt sur l'éthique, mais dans le prochain accord, on réfléchit aussi à essayer d'intégrer une formation du type éco-conception pour que ça devienne un caractère obligatoire et qui serait aussi un coefficient de l'intéressement. D'accord, ok. Alors, sur la partie ASC, donc sur casquette en tant que secrétaire de la commission éco-citoyenneté, vous faites plein de choses sur les zéro déchet, de la sensibilisation, des actions en tant que au niveau vous faites le bilan carbone avec Ecodev en cours, si je ne me trompe pas, de la partie ASC. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. C'est quand même bon. Et dans quelle mesure, ce que vous faites en termes de pédagogie, etc., pour faire quitter les salariés sur l'empreinte énergétique des voyages, etc., que sais-je, dans quelle mesure ça fait partie d'une acculturation. Et Christian en parlait, et on en voyera, je pense, tout à l'heure dans la deuxième partie, sur le côté, le levier que ça représente en termes d'adhésion et de communication auprès des salariés et de créer une nouvelle dynamique. Alors, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que c'est important d'avoir une certaine cohérence dans toutes les démarches pour amener les salariés à bien maîtriser ces enjeux. Donc il y a la sphère personnelle, la sphère professionnelle, tout ça se mélange un petit peu. Donc la commission éco-citoyenneté, dans un de ses volets, essaie de faire de la pédagogie plus sur la sphère personnelle, donc essayer de mieux comprendre comment faire des économies d'énergie, comment aller vers le zéro déchet. On a un cycle de conférences organisé cette année pour que chacun s'approprie bien les enjeux, pourquoi il faut aller vers ça, quelles sont les conséquences. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Alors, tu dis effectivement, parce que c'est une approche personnelle, c'est des ressorts personnels que vous mobilisez pour faire de la sensibilisation, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Et puis, donc à côté de ça, l'autre volet du CSE, c'est un volet qui est plus pour essayer de verdir le CSE. Et donc là, on est dans une démarche, où on s'est fait d'ailleurs aider par Ecodev, pour essayer d'impulser, et on va faire voter, si tout va bien, le mois prochain, ce qu'on appelle une charte. Et le but de cette charte, en fait, c'est de donner une trajectoire au CSE pour dire, on va d'une part améliorer notre communication des salariés sur l'ensemble de notre offre, pour l'instant sur l'offre voyage, avec quelque chose qui va ressembler schématiquement à un Nutri-Score, c'est-à-dire pour chacun des voyages, en fait, on pourra savoir comment on est noté sur la partie sociétale, sur la partie environnement et sur la partie juste CO2, qui est aussi un aspect important. Et donc, du coup, cet effet pédagogique va permettre déjà de voir si les salariés adhèrent à ça et si ça influence ou non leur choix pour leur voyage. Et puis derrière, ce qu'on souhaite, c'est faire évoluer l'offre petit à petit, notamment en mettant en place des accords et des chartes avec nos partenaires, nos prestataires qui nous fournissent les prestations. Et donc là, ce que j'espère, c'est qu'on ne sera pas le seul CSE à être dans cette démarche-là et qu'il y aura d'autres CSE parmi les gens qui m'écoutent qui vont être dans cette trajectoire en disant, nous, à partir de demain, on aura ce critère de l'environnement et du sociétal dans nos réponses à appel d'offres, dans l'évaluation des propositions. Et donc, du coup, on encourage nos prestataires à travailler avec nous pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer sur ce point-là, pour continuer à être, entre guillemets, compétitifs aussi sur ce volet-là, pour qu'ils puissent continuer à nous vendre leurs projets. Parfait, merci Didier. Ce que tu expliques, c'est cette capacité d'action d'un CSE au niveau des ASC par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport à ce que disait Christian, ça lui donne autant de légitimité ensuite pour pouvoir porter des arguments économiques sur les enjeux économiques en termes d'emploi pour dire que de votre côté, en tant qu'élu, vous faites des choses sur le périmètre sur lequel vous avez une marge d'action. Merci à vous cinq pour vos interventions.